Bonsoir, bienvenue dans la guerre culturelle, votre programme Culture et Philosophie. Ce soir, 3 essais de Raphaël Payot. Par Gary Lasky. Raphaël Payot est l'intellectuel maison d'une chaîne qui s'appelle ISTV, voilà, qui est animée par un mec que j'ai connu, qui s'appelle Teddy, qui avait qui avait une chaîne qui s'appelait Le Souverainiste. Cette chaîne est devenue ISTV. Teddy a une expérience réellement prolétaire, c'est-à-dire qu'il est père de 3 enfants et donc il gagne tout juste de quoi nourrir, élever ses enfants. Hein, c'est vraiment l'expérience, l'expérience de la voilà de la difficulté de vivre en tant que citoyen ordinaire. Et donc là-dessus, il persiste quand même à mener les débats, à mener une émission qui a des hauts et des bas, mais voilà, qui a pas forcément non plus un public multitudinaire, mais qui a ses mérites. Qui a ses mérites et qui n'est pas. Voilà, moi je l'ai même, alors qu'il utilise des vidéos de Papacito pour se faire un peu de vues, j'ai vu critiquer Papacito. Donc je considère que on peut faire beaucoup de critiques à Teddy, mais il a le mérite de la franchise. Et moi j'aime les gens qui ont le mérite de la franchise. Donc, il se trouve que son intellectuel maison, Raphaël Payot, qui est un autodidacte, je trouve ça plutôt couillu quand on sait que à l'école normale supérieure, on a Alain Badiou, hein, qui est un communiste quasiment stalinien. Donc, c'est-à-dire que maintenant, plus on augmente dans le niveau intellectuel, moins on est garanti d'avoir ce pour quoi on a payé. Intellectuellement, ça devient de plus en plus faible dans les hautes sphères. Et donc là, on a un autodidacte qui décide justement de se lancer un petit peu et de faire sa petite tambouille intellectuelle à lui en faisant un gros doigt d'honneur à l'ensemble de milieux intellectuels français, ou surtout du pseudo-milieu médiatico-youtubeur, qui d'un côté comme de l'autre, du côté respectable, du côté bourgeois, l'un des intellectuels bourgeois qui ne produisent plus rien, aux intellectuels prolos qui ne produisent plus rien, ou qui n'ont jamais rien produit, on sent qu'on est dans une misère. Et on est très très loin de la tradition française, parce que ça fait 50 ans que nous ne produisons plus la moindre œuvre de qualité, ou qui soit vraiment pertinente. Alors, j'exagère un petit peu, hein, je crois que les commentaires de la Société du spectacle, c'est au tournant des années 90. Alors, il me semblait avoir dit 92, mais je crois que Debord se suicide en 92. Il me semble plutôt que c'était 89, mais évidemment, enfin, c'est vraiment le dernier feu de l'intellectualisme français. Après, on a Chantal Delsol et puis c'est fini, quoi. Voilà, c'est la gardienne du temple. Je sais, j'ai été son disciple, donc je peux pas vous dire le contraire. Et, et qui a essayé de faire survivre la tradition intellectuelle française avec tous les mérites qu'elle a. Je trouve que c'est la dernière grande intellectuelle française, euh, avec qui a des réflexions propres, qui a des réflexions originales, qui mène une vraie pensée originale. Il y a aussi toutes sortes de professeurs que j'ai eu l'occasion d'avoir en Sorbonne qui ont pas forcément une pensée propre, mais qui ont une pensée critique qui ont réussi à émettre des éléments d'appareil critique qui sont suffisamment pertinents pour nous permettre de réfléchir encore. Je pense en particulier à Bronstein, avec la religion woke. Donc voilà, il y en a, voilà. Mais malheureusement, si personne ne prend le flambeau, ne reprend le flambeau, ce seront les derniers feux de la pensée française. Donc là, on a une petite étincelle, on a Raphaël Payot qui essaye d'écrire. Je trouvais que c'était intéressant. J'avais envie de me pencher dessus depuis la rentrée, parce que je trouve qu'il se bouge Teddy et le Boris. Alors, je connais pas le nom de famille de Boris, mais il se bouge un petit peu les fesses. Donc je trouve que c'était plutôt
C'est plutôt encourageant et ça m'a donné envie voilà, ça m'a donné envie de m'accrocher à tout ça. Alors, je vais faire une brève critique des 3 essais de Raphaël Payot, parce que je devine que forcément, peut-être que ça ne vous intéresse pas, peut-être que ça ne vous passionne pas, mais bon, c'est un intellectuel qui cherche à travailler sur des nouveaux sujets, euh, qui n'hésite pas à aller piocher dans les auteurs anglo-saxons, qui ont une pertinence, qui ont la pertinence de la puissance. Hein. C'est aussi un intellectuel qui vaut la peine qu'on s'y intéresse. Alors, Raphaël Payot a écrit 3 essais sur Substack. Donc, ce sont des vrais essais, ce sont pas des articles, c'est des petits essais. Alors, dans le premier essai, c'est une réévaluation de la philosophie politique, ce qui est bien, hein, parce que on a quand même pas beaucoup de gens qui s'intéressent suffisamment à la philosophie politique, à la philosophie en général. Maintenant, comme tous les gens veulent des faits sociologiques, enfin ils veulent de la sociologie, quoi. Il n'y a pas de concept, hein, c'est plus facile à comprendre. Donc du coup, enfin voilà, ils veulent pas vraiment réfléchir. Donc par conséquent, ça manque un petit peu de contenu. Et Raphaël Payot il dit maintenant, nous on va essayer de se colter, on va essayer d'affronter les anciens. Et ça, moi c'est une démarche que j'apprécie toujours parce que les anciens méritent d'être affrontés. En fait. Vous pouvez pas savoir ce que vous valez en tant que moderne si vous vous coltez pas aux anciens. Alors parfois ça peut être sympa, parfois ça peut être des bons compagnonnages, et parfois c'est des luttes. Alors, pour la première fois que j'ai lu Berkeley, c'est une lecture contre Berkeley. J'ai essayé ce que disait Berkeley, je trouvais par certains aspects révoltant, et donc j'étais dans une argumentation contraire à Berkeley, et tout en étant dans une argumentation contraire à George Berkeley, ok, ben j'étais là en train de lui reconnaître les mérites de son argumentation. Et quand il dit que être, c'est être perçu ou percevoir, je vous encourage à lire George Berkeley. Il y a un auteur, quand même. C'est pas un très grand auteur de philosophie, c'est un auteur particulièrement intéressant. Ça le mérite d'être lu. C'est pas compliqué, c'est pas très long, mais c'est essentiel. Vous comprenez la matrice dans laquelle vous vivez. C'est une pensée de la matrice. Non, aucun autre auteur n'a aussi bien pensé la matrice à une époque aussi lointaine que la nôtre, que George Berkeley. Principe de la connaissance humaine. Enfin, c'est du XVIIIe siècle. Le seul philosophe irlandais, d'ailleurs. Quasiment. Donc, voilà. On va pas parler du diplôme de George Berkeley, hein, mais donc ça, c'est une démarche qu'il faut faire, c'est une démarche que tout philosophe authentique fait. Elle n'est pas en train de se contenter de citer des petits noms à l'emporte-pièce. Voilà. Alors, 3 essais, donc. D'abord, réhabilitation de la philosophie politique. Il essaye d'écraser Marx avec Maurras. Je vais être honnête. Je pense que cet essai ne remplit pas sa fonction. Mais bon, ça a été au moins une tentative d'essayer de sortir du marxisme. Ce qui est déjà, pour un auteur de la pensée contemporaine, c'est-à-dire généralement à droite, hein, c'est un penseur de la responsabilité politique et de la liberté civique, ce qui est déjà méritoire. Parce que la plupart sont juste incapables de penser à Marx en disant autre chose que c'est pas bien. Voilà. Et le 3e essai qui est beaucoup plus intéressant, c'est la critique de Rodolphe Cartes. Et c'est pas tant pour la critique elle-même de Rodolphe Cartes que pour les leçons qu'en tire notre cher Raphaël Payot. Alors pourquoi ? Alors déjà dans le premier essai, Raphaël Payot fait s'affronter, relate l'affrontement de 2 penseurs américains, Orr et X. Donc c'est plutôt histoire de, comme je l'ai dit, de faire valoir l'actualité de la philosophie politique. Bon, on va aller relativement vite parce que ça va pas. Enfin, si ça vous intéresse, lisez l'essai de Raphaël Payot. Je trouve que c'est transcrit avec pas mal de. Enfin, je connais pas bien le débat, mais je trouve que c'est pas mal retranscrit. On comprend bien les enjeux. Mais en gros, X, c'est un penseur de la liberté radicale. D'accord ? C'est un penseur de la liberté politique forte. Tout ne doit exister que par rapport à la liberté politique. Et
son adversaire Or, au désert, lui est plutôt un penseur du conservatisme. Et les deux penseurs ont chacun une forme d'aporie, d'accord? C'est-à-dire que, dans leur conception du monde, c'est-à-dire de contradiction interne, hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que X, il est pour la liberté inconditionnelle, qui considère être systématiquement meilleure que la tradition à tout craint, parce qu'elle est mieux capable de surmonter les défis que pose le présent. Bon, c'est contestable, mais surtout la valeur de X, c'est justement de pouvoir s'adapter à un monde anglo-saxon qui est un monde en fait où c'est de la politique économique, tout n'est que par rapport à l'économie, et on ne peut pas sortir de ce cadre impérial qui est celui de l'adéquation entre le monde politique et le marché, et que là-dedans, l'exigence de liberté doit être totale. Le problème, c'est que l'exigence de liberté finit par s'auto-dévorer, c'est dans l'autophagie, c'est-à-dire qu'elle finit par nier le réel lui-même. On est dans une liberté qui devient tellement radicale qu'en fait, elle finit par nier ce qui l'arrange pas, ce qui ne nourrit pas son propre discours. Et donc elle finit par devenir complètement illusoire, complètement fantasmatique. Et notamment avec le wokisme qui commence à nier le wokisme, qui nie la réalité, de la construction psychologique des siècles qui nous ont précédés, et qui nie aussi la réalité des réalités biologiques élémentaires. Donc c'est le problème du constructionnisme. Et de l'autre côté, Or, le conservateur, lui, est pour une liberté politique faible, c'est-à-dire, il considère qu'il y a une responsabilité, quoi qu'il arrive, il y a une responsabilité du citoyen vis-à-vis de la société. Donc, il faut prolonger une tradition. Prolonger une tradition, ça veut dire aussi se donner des limites. Et donc, à partir de ce moment-là, en se donnant des limites morales, c'est aussi suivre la religion. Alors, là aussi, on rentre vite dans une contradiction. Si on s'en tient à la conférence sur le politique de Weber, Max Weber, un des fondateurs de la sociologie, un Allemand, fin du 19e siècle, début 20e, Max Weber dit, peu avant la Première Guerre mondiale, il fait ces deux conférences sur le savant et le politique, et dans le politique, il dit, il y a quelque chose que vous devez prendre au sérieux, très au sérieux, c'est le sermon sur la montagne dans l'Évangile. Le sermon sur la montagne, ce qui fait la base de la morale occidentale, c'est la capacité d'atteindre la révélation, d'atteindre la vérité, d'atteindre la sagesse ultime. Et cette liberté, elle est cette liberté hors de la société, elle est contre la société. Quand Jésus dit « vous ne porterez qu'un vêtement », il n'est pas en train de travailler pour le sentier, d'accord? Donc comprenez bien que tout en est en feuge, hein. Et ce qu'il dit est révolutionnaire est révolutionnaire pour la société. C'est-à-dire qu'il y a des marchés, il y a des industries, il y a des choses qui sont faites sur l'argent, sur la valeur, et lui dit la vérité, c'est pas la valeur. C'est pas la valeur que vous créez, c'est la valeur intérieure. D'accord? Et en disant ça, en fait, toute la société de l'argent toute la société matérielle, hein, doit se calquer sur l'exigence spirituelle absolue, qui est une exigence de liberté radicale. Et donc, lorsque Or, il est partisan de la tradition chrétienne, il se tire aussi une balle dans le pied. Ce que ne souligne pas Raphaël Paillot, alors qu'il le souligne pour X. Bon, mais ça permet quand même à Raphaël Paillot de nous placer une petite phrase de Jean-Paul II et de nous dire que en fait, pour travailler sur la liberté et sur les enjeux de politique contemporaine, il faut faire de la philosophie politique, il faut penser politiquement le réel, et penser politiquement le réel, c'est remettre en valeur ce qu'il appelle la métaphysique, c'est-à-dire un appareil intellectuel suffisant
pour pouvoir penser le réel, pas seulement pas seulement comme une, comment dire, comme une émanation permanente de choses nouvelles et sans relation les unes avec les autres, mais comme des structures qu'il nous faut soit déconstruire, soit dominer, pour pouvoir rester libre. Là-dessus, je pense que le but est plutôt atteint. Et ce premier essai est quand même plutôt concluant. Moi, ça m'a bien plu. J'ai trouvé que Raphaël Paillot il prenait des risques. Et bon, même si ça méritait un peu plus de développement sur la question de Jean-Paul II, voilà, bon développement que là je viens de vous faire, hein, pour vous les faire mieux comprendre. Mais bon, c'est quand même c'est quand même de la bonne qualité. Ensuite, on a un deuxième essai. Deuxième essai, je pense, bon, et tranche un peu avec le premier. J'ai pas trouvé. Voilà, je suis honnête, hein, j'ai pas trouvé que c'était du tout une. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était une réussite. Alors, je vais dire brièvement ma critique de Raphaël Paillot sur le deuxième essai. Donc, il veut prouver la supériorité de Maurras sur Marx. Maurras, penseur de la famille. Maurras, surtout, penseur de la spontanéité politique et du non. Et ce qui intéresse ici Paillot, comme moi, ce qui m'intéresse, du non-contractualisme. Alors, et de l'autre côté, il le pense comme une pensée du réel, du comment dire, de l'interprétation en fait de la révélation du politique, c'est-à-dire de penser le politique dans ce qu'il a de plus sacré, de plus fondamentalement sacré, d'ailleurs qu'il relie à une certaine forme de catholicisme, par opposition à une espèce de mécanisme fait d'être mécanisme. Ça veut pas dire qu'il fabrique des rouages, Marx. Hein. Je parle pas du mécanisme de Marx, c'est-à-dire que Raphaël Paillot estime que Marx résume le réel à en fait une construction mécanique qui est illusoire, un peu comme des décors de théâtre, et que Marx est utopiste. Là-dessus, Raphaël Paillot a tort sur les deux points. D'abord parce que en fait Marx est le seul penseur qui est réellement économiste au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il pense réellement la misère ouvrière. On va pas en faire des plombes là-dessus, mais la misère ouvrière et l'extension du travail ouvrier à des parties de plus en plus importantes de la population entre 1830 et 1930 représente et un risque pour l'État et un risque pour la civilisation elle-même. Et ça représente aussi une souffrance considérable qui n'avait pas été atteinte en Occident depuis l'abolition de l'esclavage quasiment, et depuis les grandes périodes guerrières, les périodes de chaos guerrier du Haut Moyen-Âge. Donc c'est une époque d'immense souffrance en Occident que le 19e siècle, à part certains égards, même si une partie conséquente de la population vit vit même de mieux en mieux. Et on voit à la fin du Second Empire de Napoléon III en France, la population est quand même beaucoup plus riche qu'elle ne l'était avant, mais c'est aussi parce qu'il y a une politique réellement populaire de Napoléon III, malgré son autoritarisme. Néanmoins, la croissance d'une partie de la population qui est très pauvre et qui produit la richesse pose un problème politique, et c'est Marx qui pense ce problème politique, et Marx est le plus important penseur de ce problème politique. La raison pour laquelle il est encore lu, et même en termes de philosophie de l'histoire, Marx jusqu'ici n'a pas réellement été dépassé. Donc ça, il faudrait... moi, j'ai une petite...
Personnellement, j'ai construit une pensée qui dépasse Marx, ou du moins qui tente de le faire. Néanmoins, puisque je ne suis pas distribué autant que l'est le manifeste du parti communiste, je dois bien m'en tenir au fait que Marx reste le plus grand penseur de philosophie de l'histoire contemporaine. Par certains aspects, il me semble que Marx ne fait que séculariser Saint-Augustin. Et en ce sens-là, Marx n'est pas utopiste. L'utopisme, donc, qui a été créé à partir de Thomas More, le livre L'Utopie, c'est penser à une société à part de la société actuelle, donc à part de l'histoire. À part de l'histoire de nous, gros débiles que nous sommes. Qui ne pouvons pas cesser de vouloir plus, de jouir plus, et de nous tuer plus. Ça, c'est le but de l'utopie, c'est de penser une société à part de la société, une société idéale, mais une société matérielle. C'est de dire, on peut se passer du christianisme. On peut se passer de sa pensée du paradis, on peut se passer de sa pensée de la fin des temps. À l'opposé, Marx, comme les penseurs chrétiens, comme saint Augustin, est un penseur de l'eschatologie, de la fin des temps. Il est un penseur de la transformation du monde et même de la transfiguration de l'humanité. Donc là-dessus, j'ai du mal à comprendre en quoi Marx est utopiste, surtout qu'il s'est battu toute sa vie contre les penseurs utopistes. Là-dessus, je trouve que l'interprétation de Marx par Payot manque son but. Je trouve que Maurras en lui-même est pas très intéressant, parce que en fait c'est que reprendre c'est-à-dire la pensée classique, la philosophie politique, c'est des quatre grands auteurs, hein. Machiavel, Bodin, Spinoza et Hobbes, d'accord. Donc ceux de la pensée moderne, ceux du XVIe au XVIIe siècle, non, du XVe au XVIIe siècle. Et ça, cette pensée-là, donc qui est une pensée spontanéiste, hein, qui est pas celle de alors celle de Hobbes est déjà un petit peu celle du contrat social, mais donc c'est déjà un penseur contractualiste, Hobbes. Mais les autres sont spontanéistes, c'est-à-dire ils sont contre le contractualisme, et ils n'ont pas besoin d'en passer par la religion chrétienne, bien au contraire. Ni Machiavel, ni Bodin, qui était judaïsant, ni Spinoza, qui était juif et hérétique. Donc, est tenu pour hérétique. Donc, quant à Machiavel, enfin bon, voilà. Il passe pas pour être le plus religieux des hommes. Donc, enfin, le plus religieux, le plus catholique des hommes. Donc c'est quand même, bon, je trouve que à Maurras, c'est un peu de faire voilà, c'est un peu une redite et une simplification de la pensée politique classique, mais un côté un peu catholique de droite, bien propre sur lui, quoi. Alors, comme le disait Papacito, la moustache tirée, quoi. La moustache tirée. Donc, alors après, il y a une incitation au courage politique, mais bon, enfin, si c'est pour donner le vichisme, c'est pas non plus fifolant, hein. Je dirais même que c'est assez navrant. Donc, bon, ma critique s'arrêtera là. Après, si certains arrivent à trouver le courage de sauver la France dans Maurras, mais en fait, libre à vous, moi, génial. Moi, je vais vous dire, c'est pas le fait de croire qu'on a tout compris qui va vous donner le courage ni la capacité de changer les choses. Ça, c'est une certitude. La connaissance ne suffit pas et l'action prévaut. Donc, c'est là-dessus que je trouve que la critique aussi de Payot de la praxis marxiste, c'est-à-dire du fait d'arriver à construire le réel avec du concept, bon, et quand même un petit peu pas toujours de très bonne foi, même si elle est plutôt même si elle est pas idiote, elle est pas toujours de très bonne foi. Voilà. Ça c'est voilà. J'espère qu'il me pardonnera, hein. Mais je lui dis franchement ce que je pense. Ensuite,
Oui, une dernière chose. James Lindsay n'est pas un penseur, certainement pas. Et voilà. Par contre, il y a un truc aussi, à moins d'être BHL, faut pas s'autociter, quoi. C'est vraiment pas ouf. Voilà. Il y a que BHL qui fait ça au monde, je crois. J'ai jamais vu un auteur s'autociter à part BHL. D'ailleurs, Jordanolo s'était bien moqué de lui pour avoir fait ça par le passé. Donc oui, il faut pas non plus. Je crois que c'était non, je crois que c'était Nolo dans son livre, fameux Jordanolo. C'est moi. Euh, je pense que la pensée de Payot est suffisamment riche pour euh, pas avoir besoin de s'autociter. Et je pense que lorsqu'on commence à se former aussi une pensée critique propre, on doit aussi être capable de l'adapter à chaque fois aux différents sujets et de pouvoir la développer sans être forcément très original, mais de façon adéquate à convenir au sujet traité. Voilà. Mais bon, c'est aussi normal hein, quand on commence à écrire des essais, surtout en fait avec le manque euh, le, voilà, le fait que tous les intellectuels depuis 40 ans sont complètement narcissiques et veulent jamais produire la moindre école. Bon, bah c'est quand même compliqué. Hein. Vous avez un petit peu de mal vous avez un petit peu de mal à avoir des guides. Donc moi je comprends, enfin je trouve ça méritoire d'arriver à écrire des essais alors que alors, alors que derrière il n'y a jamais eu personne pour vous guider. Donc là-dessus l'effort de Payot est quasiment héroïque. Hein. Je sais pas on va pas on va pas se le dissimuler. Ensuite voilà, alors la critique de Carte m'a paru particulièrement intéressante, à divers degrés. Bah, en fait, ça portait surtout sur la question ethnique, c'est-à-dire sur l'unité ethnique du peuple politique. Est-il possible de faire un peuple sans unité ethnique? Alors, la tradition républicaine. Euh, La tradition républicaine est complexe à ce titre-là. Je suis assez étonné euh, que Payot ne donne pas vraiment crédit aux auteurs de cette pensée, parce qu'il existe quand même une pensée républicaine qui se veut pas de la négation ethnique, mais de la construction ethnique. C'est la pensée républicaine traditionnelle, c'est-à-dire Renan, comment s'appelle Ernest Renan qui est connu pour avoir écrit Une vie de Jésus, je crois qu'il est un ancien prêtre, un des un grand un des grands écrivains du 19e siècle, et qui disait que le que être français c'est un plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire c'est vraiment c'est un désir de tous les jours, on est français parce qu'on veut l'être tous les jours. Donc c'est une histoire de volonté, c'est une histoire de désir d'appartenance à la fois viscéral mais individuel. Et individuel et continu. Voilà. Donc ça c'est un attachement, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le sang et tout à voir avec le consentement. Et non seulement le consentement mais l'engagement. Ça c'est l'idéalité de l'appartenance française selon Ernest Renan. Ensuite, la pensée républicaine, elle, hérite de la tradition romaine, c'est-à-dire la tradition romaine que chacun puisse, en République, pouvoir construire sa relation privée, sa propre lignée, quoi, sa propre, entre guillemets, race. Donc normalement, l'État n'a pas à intervenir là-dedans. En donnant la liberté au privé, l'État donne la liberté à chacun de pouvoir s'unir avec qui est d'accord pour ça. Quelle que soit sa race, quelle que soit son origine. D'accord ? Et il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité à ce titre-là. D'accord. Ça c'est la pensée républicaine. Et à mon avis, le troisième élément de la pensée républicaine au niveau ethnique, au niveau génétique ou racial, comme vous le voulez, de toute façon ces trois termes recouvrent à peu près une même réalité, celle du sang, c'est que en favorisant
les brassages de population et surtout en favorisant l'instruction civique, on favorise la mobilité sociale, mobilité qui est aussi une mobilité géographique, donc le brassage de population, donc l'unification génétique du peuple. Ce qui permet de recourir à l'immigration sans crainte, parce que chacun recevant une même instruction civique solide est capable de s'intégrer dans la société, toujours avec cette différence entre public et privé. Donc ça, c'est le point de vue. J'aurais aimé que l'un de ces deux auteurs revienne sur cette conception orthodoxe de l'ethnicité selon la République. Bon, à partir de là, il faut dire que la République, telle qu'elle est, c'est-à-dire dans l'imposture dans laquelle nous vivons, où tous les principes de la République notre gouvernement prétend être en République alors qu'il est dans une oligarchie anti-civique, anti-politique, de destruction de la nation, d'accord, anti-nationale. À partir de ce moment-là, il faut voir aussi à quel point la pensée, cette pensée républicaine a été pervertie. C'est ça qui est le plus triste là-dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une idéologie américaine qui domine du point de vue de l'État, qui est celle d'un mélangisme, c'est-à-dire d'une contrainte imposée en l'absence d'instruction civique, une contrainte imposée à la population de se mélanger ethniquement, justement pour dissoudre le substrat culturel qui allait avec, qui était consubstantiel à l'unification ethnique du pays. Malheureusement, c'est très difficile d'en revenir. On n'y arrive pas, et donc ce qui prévaut maintenant, c'est une pensée de la sauvagerie, c'est une pensée de la tribu. C'est-à-dire que ce délitement social imposé par l'idéologie américaine n'est pas contraire à la pensée américaine, n'est pas contraire au fonctionnement même de la société américaine. Par contre, il implique une potentielle dissolution de notre propre société. Dissolution que nous voyons en acte, avec la délinquance qui monte, avec les comportements anti-civiques, voire antisociaux, etc. Donc, il faut vraiment penser ça. Et là-dessus, on ne peut pas manquer, Raphaël Paillot dit les termes. C'est-à-dire, il y a la question du génocide et il y a la question de la stabilité génétique. C'est-à-dire que il y a un moment donné, si on ne pense pas une unification, une unité génétique du pays, alors moi je pense unification en tant que républicain, mais lui il pense avant tout unité génétique du pays. S'il n'y a pas cette unité génétique du pays, il ne peut pas y avoir de pays. C'est-à-dire que la fraternité, le sentiment d'appartenance commune, elle est fondée sur un même substrat ethnique, c'est-à-dire une fraternité de sang, selon Paillot, hein. Et donc, mais lui, il la relie, cette fraternité de sang, qui doit normalement concerner une majorité de la population, hein, c'est-à-dire le peuple français, cette idée d'unité unité génétique du peuple français, doit être considérée par rapport à un raffinement, à l'acquisition d'un patrimoine, d'accord, culturel, ethnique, social, culturel et génétique et financier. Et l'acquisition de ce patrimoine fait la stabilité du peuple. Pour aller très vite, pour schématiser très vite. Mais je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on peut tirer de son étude de Sperber. Mais, et donc, c'est dans la question du raffinement, et que, en fait, cette hiérarchie par le raffinement est symptomatique d'un peuple qui est capable de durer et d'affronter le passage du temps, pour reprendre l'expression un peu de Sid Meier, d'affronter les défis du temps. Et ça, c'est
Même si c'est un slogan marketing, j'en ai bien conscience. Mais il y a la réalité, elle est là. C'est cette vision des choses. Et malheureusement, à l'encontre de ça, on voit que d'avoir fait venir des gens de n'importe où, parce que nous-mêmes, nous avons essayé de nous hisser au sommet du raffinement, d'accord, d'avoir le patrimoine le plus élevé en termes génétiques et socio-économiques, et culturels, surtout culturels, fait que on a toujours pris des gens qui étaient moins raffinés que nous, jusqu'à pouvoir croire que nous pouvions nous pouvions assimiler des populations qui étaient sauvages, donc sans que la société s'en sauvage elle-même. Et nous savons que nous vivons dans cette hubris, dans cette démesure. C'est-à-dire que nos dirigeants nous disent, oui, mais de toute façon, les gens s'intégreront avec l'économie, avec l'appartenance au peuple français. Sauf que il n'y a plus rien qui définisse ce qu'est un peuple français, ni génétiquement, ni au niveau de la culture. Et je parle même pas au niveau du patrimoine, vu qu'on nous retire, tout ce qu'on gagne pour le donner à des, pour le dilapider dans l'État. Donc ça c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, et là où Payot est particulièrement pertinent, c'est qu'il dit, à force de faire venir en fait des peuples de plus en plus ensauvagés, en fait on risque l'affrontement ethnique, parce que eux, ils n'ont pas des peuples qui sont plus sauvages que nous, ou tout à fait sauvages, du genre à pouvoir tuer des gens, tuer des SDF avec des parpaings la nuit, par exemple. Ce genre de peuple n'a pas une vision élevée de la communauté nationale, n'a pas une vision élevée de l'unité politique, une vision qui peut s'affranchir, du moins autant que faire se peut, de la communauté, du lien ethnique, du lien de sang de la nation. En faisant venir des peuplades sauvages, nous sommes confrontés à la sauvagerie. Et nous sommes confrontés au risque de génocide. C'est-à-dire, face à des comportements sauvages, certains des personnes qui pensaient à l'unité politique sous un angle plus élevé, sont sauvages eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont envie de rendre l'appareil. Donc il y a une volonté de la part de ceux qui se considèrent comme faisant partie du peuple français d'éliminer ceux qui ne veulent pas en faire partie, et réciproquement. Donc, situation qui ne manquera pas de devenir explosive au fur et à mesure que le pays s'effondre à cause de l'immobilité politique, à cause qui elle-même n'est pas complètement décorrélée du manque d'unité collective, du manque d'unité collective et du manque de sentiment d'appartenance à une nation commune. C'est, je trouve, tout le mérite de Payot de regarder vraiment, les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal brodé sur sa pensée. J'ai essayé de l'expliciter au maximum, même si vous trouverez pas tout ce que je viens de dire dans l'essai, mais vous trouverez d'autres arguments et vous trouverez d'autres questionnements. Et je trouve que ces questionnements sont les bons. En plus, ce qui est assez amusant, c'est que Payot ne cite quasiment que dans cet essai, cite pour l'essentiel des auteurs juifs. Il cite Weinstein, il cite Sperber. Donc on ne peut pas le taxer de conversanisme. Parce que Conversano parce que Payot répondait à Rodolphe Cartes, et Rodolphe Cartes répondait lui-même à Conversano. Et là, je trouve qu'il y a une vraie pensée, et quand il dit que il faut penser aussi à l'ethnicité dans la nouvelle conception que nous voulons de la citoyenneté, malheureusement, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intégrer en étant républicain, je vous dirais que vous ne pouvez pas complètement intégrer des populations qui ont une pensée tribale sans soit les réprimer complètement, soit vous-même adopter une pensée tribale. Et il faut bien le concevoir.
Et comme vous ne voulez pas réprimer parce que vous ne voulez pas sévir, parce que, en général, aujourd'hui, nous sommes dans une pensée néocoloniale. La pensée dominante, c'est une pensée bourgeoise néocoloniale. Vous rentrez dans une contradiction. Et contradiction qui risque de nous être... de produire ce que, justement, vous cherchez à éviter à tout prix. C'est-à-dire les rivières de sang, c'est-à-dire le nettoyage ethnique. Ça c'est la difficulté, ça c'est les problèmes dans lesquels nous sommes, et je trouve méritoire véritablement que Payot les affronte. Et là-dessus, je l'ai trouvé courageux. Je pense que sa pensée mériterait d'être mieux explicitée. Malheureusement, ça mériterait aussi d'avoir des relais d'opinion un petit peu supérieurs, mais bon, il est comme moi aussi dans une radicalité vis-à-vis de YouTube et vis-à-vis du paysage du paysage intellectuel français actuel, qui fait que on n'est pas sur une recherche de diffusion de masse. Néanmoins, il va falloir nous attaquer à ces débats-là, et il a le mérite de le faire, et voilà, là-dessus je l'encourage. Et je trouve, moi, ça m'a permis aussi de réfléchir à ces choses-là en le lisant, et ça faisait longtemps que ces questions, que je trouve que ces questions sont évitées, et que plus on les évite, et plus en fait elles prennent un tour tragique. Et si on veut éviter la tragédie, il va falloir parler des problèmes. En fait. Il va pas falloir continuer à les éviter indéfiniment. C'est là le principal mérite de cette discussion. Là-dessus, pour des problèmes d'ordinateur, il n'y a pas l'habillage habituel, mais ça ne m'empêche pas de vous embrasser et de vous souhaiter à la prochaine. Bonne soirée.